Quand j'ai appelé ma maman pour lui dire, non, mais tu te rends compte, enfin, c'est incroyable, etc. Ma maman m'a dit, mais enfin, tu te souviens pas, on a fait des tests quand t'avais 10 ans, enfin, t'avais eu les résultats. Et je dis, mais comment ça, j'avais eu les résultats? Elle dit, bah, en fait, à l'époque, on n'y a pas trop cru parce qu'on disait surdoué et quand on voyait tes résultats scolaires, on se disait que non, c'était pas possible. C'est difficile pour soi et puis c'est difficile aussi, j'imagine, pour les managers et pour l'entourage. Donc, ça nécessite beaucoup d'échanges, de dialogue, de compréhension de ce qu'on n'a pas appris à faire. Bienvenue dans La Clé de Soi, le podcast qui donne la parole aux femmes. Ici, les femmes racontent leur histoire, brute, vulnérable ou puissante, mais toujours authentique. Je m'appelle Julita, j'aide les femmes à assumer leur voix, leur message, leur place. Et ce podcast est un espace où tu peux te libérer et inspirer les autres. Parce que chaque histoire a le pouvoir de transformer une vie. Si tu désires raconter la tienne, contacte-moi. En attendant, si tu es prête, commençons l'épisode du jour et peut-être qu'en écoutant ces femmes, tu découvriras quelque chose en toi. Et aujourd'hui, je suis avec Valériane Moulin. Bonjour Valériane. Bonjour, Julita, merci de ton accueil. Ah, je suis ravie. Je t'ai connue dans un podcast, Valériane. Je suis D'accord, quoi. tombée sur ton podcast, j'ai entendu ta belle voix. J'ai écouté un épisode, deux épisodes, trois épisodes. Je suis allée voir sur LinkedIn qu'est-ce que tu fais et nous voilà en train d'enregistrer un podcast en commun. J'adore ces jolies rencontres et j'aime beaucoup les podcasteurs qui sont des gens qui sont très généreux et qui aiment partager. Donc, ce sont toujours des très belles rencontres avec les podcasteurs et podcasteuses. Ton podcast s'appelle Hors cadre. Juste pour la petite histoire, le mien a failli s'appeler Hors cadre. J'ai même fait des visuels avec le hors cadre et finalement, il s'appelle La Clé de Soi. Mais c'est pour dire que nous avons plusieurs points en commun. Tu es coach et formatrice autour de la neuroatypie. Explique-nous ce que c'est la neuroatypie. Merci pour la question. C'est le terme générique qui regroupe toutes alors, qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement. Et c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie, enfin, Tous les multidys, 10 DYS. exactement. Et, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des, alors, les personnes que l'on appelait les autistes Asperger avant. Aujourd'hui, on dit les TSA, les troubles du spectre autistique. Il y a aussi les personnes, alors, dont on entend beaucoup parler en ce moment, ou peut-être moi, mais du trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, les TDA, TDAH. Ça regroupe aussi les HPI, HPI, HPE au potentiel intellectuel, THPI, très haut potentiel, etc. Il y a une partie de ces neuroatypies, tous les 10, TSA, TDA, qui sont considérés comme des handicaps, des situations de handicap, et tout ce qui est de l'ordre des HPI, alors là, pour le coup, on a du mal à dire un nom, on disait surdoué, on disait zèbre, on disait, voilà. Et en fait, tout ce qui regroupe tous ces gens-là, c'est bien souvent une façon d'être au monde qui est différente et qui crée un relationnel, surtout dans l'enfance, quand on ne se comprend pas soi-même, qui crée un relationnel qui est pas toujours simple, pas toujours aisé, des besoins qui ont du mal à s'exprimer et une communication qui manque de mots et de clarté. Bien souvent, quand on a une des neuroatypies, c'est pour ça que j'aime bien dire genre, la neuroatypie au global, parce que bien souvent, on n'est pas que avec un TDA, que avec un trouble 10, que, etc. Que le cumul des noms-là. En off, tu me disais que l'année 2025-2026 est pour toi l'année où tu vas accompagner des parents et les adolescents. Exactement, autour de ça, autour de ces difficultés.
C'est pour apprendre à se comprendre. Et quand on arrive à se comprendre et qu'on arrive à mettre des mots, ce qui est pas simple, quand on y arrive, les relations deviennent beaucoup plus harmonieuses, alors qu'elles soient au sein de la famille, au sein de l'école, au sein de et même dans des équipes de travail. En fait, on se rend compte qu'il y a certains secteurs où il y a beaucoup de personnes qui sont neuroatypiques. De toute façon, c'est 15% de la population, en gros. On n'a pas des chiffres exacts toujours, etc. Mais c'est 15% de la population. Donc, ça fait à peu près une personne sur 5, sur Ouais. 4,5, en gros. Et Ça fait est-ce que tu beaucoup. trouves que le mot handicap est adapté dans ces situations? Alors, ce sont, oui, des situations. Parce que comme j'ai toujours appris à mes enfants, on a la dyslexie, on n'est pas dyslexique. De la même façon qu'on a la grippe ou on a un rhume, on n'est pas la grippe ou un rhume. Donc l'idée, c'est qu'on peut s'en sortir en quelque sorte. La comparaison avec la grippe insinue qu'on peut guérir. Il y a des situations où, alors guérir, c'est pas, en fait, c'est pas une maladie, c'est une façon C'est d'être. pour ça que je reviens sur cette comparaison avec la grippe. Ouais, ouais, t'as bien raison. Simplement, tu vois, par exemple, on va prendre la dyslexie, la difficulté de la lecture, tout ce qui est lié à la lecture. Ça va être compliqué pour lire quand on conduit, ça va être compliqué pour lire les panneaux, parce que le temps de déchiffrage du panneau, surtout si on est sur l'autoroute, possiblement la sortie, elle est passée avant qu'on ait réussi à déchiffrer ce qu'il y avait écrit sur le panneau. Et on va pallier ça avec, on va écouter le GPS. En fait, que dire prochaine sortie, vous sortez. Tu vois, donc on va trouver à chaque fois des solutions de contournement. Effectivement, lire un roman, ça va être très compliqué. Et aujourd'hui, parce que ça va être long, parce que les lettres se mélangent, parce que bon, pour des tas de raisons liées à la dyslexie. Euh, En revanche, on peut très bien se faire se prendre un abonnement sur Audible Parce que et les du coup audiobooks lire sont une bonne solution. exactement. Et du coup se passionner pour ce qu'on va appeler la lecture, quand bien même ce sera une lecture audio. Donc tu vois, il y a plein de solutions de contournement autres. Et Bien ça sûr. sur un petit peu tout. Et donc ce sont des situations de handicap parce que après, pour aller pas faire du sport, par exemple, on n'aura pas besoin dans ce monde de la lecture. Et donc, on n'est pas en situation de handicap dans le sport Ouais. quand on a de la dyslexie. Tu vois. Donc, un peu comme, oui, alors je faisais la comparaison avec la grippe. Si tu as de la neuroatypie, ça va pas s'arrêter un jour. En revanche, tu vas avoir des solutions de contournement et tu vas avoir plein de choses qui vont pouvoir être mises en place. Quand tu as la grippe, tu vas être au lit complètement couché pendant un moment, c'est ce qui va pas non plus euh, empêcher ton cerveau de fonctionner. Tu vois, ça te rend pas. Ton Mm. corps va être très fatigué, mais ton cerveau, même s'il est un peu embrumé parce que avec la fatigue, etc., il continue quand même de fonctionner normalement. Ouais. En tout cas, tu donnes des pistes très pratiques. Comment se rendre la vie plus facile et donc ne pas se focaliser sur quelque chose qu'on ne peut pas faire parce que la dyslexie ou d'autres troubles nous empêchent. Euh, et à côté de ça, tu vas aussi donner la clé ou les clés de compréhension à l'entourage. Alors, je prétends pas avoir les solutions, parce que finalement, chacun a sa solution. C'est pour ça qu'on parle des clés. Exactement. C'est juste permettre d'ouvrir un dialogue ou d'éclairer des choses qui sont pas forcément euh, ou comment dire, assez explicable. C'est-à-dire que moi, je sais que je fonctionne comme ça et je vois que d'autres fonctionnent pas comme ça. Mais du coup, qui a tort, qui a raison, qui doit faire, on vit dans un monde extrêmement normé et donc avec beaucoup d'implicite. Et l'implicite, les personnes neuroatypiques ont beaucoup de mal à le comprendre, voire ne le comprennent pas du tout. Donc, on apprend l'implicite en observant les autres faire. Et tout ça, ça crée des malentendus incroyables. Quand on arrive, un exemple tout simple et très rapide, ma fille se retrouve en études euh, dans son collège et le surveillant leur dit, ben, sortez vos affaires et faites ce que vous avez à faire. Ben, le faites ce que vous avez à faire, quand bien même elle était au collège en études,
Elle a estimé que c'était faire du dessin et de la création artistique. C'est ce qu'elle avait à faire à ce moment-là. Mm. Et alors, ça a été très, très mal pris. Elle a été collée par le surveillant qui lui a dit, mais enfin, il fallait faire tes devoirs. Et il a dit, bah, je vais être précis. Voilà. Mais tu vois, il y a ce côté de l'implicite que ne comprennent pas. Donc, oui, ce sont des clés d'ouverture, comme tu dis, sont des clés, des clés, bah, la clé de soi, comme le nom de ton podcast, la clé vers quel est son besoin, où est-ce qu'on va et pour avoir un dialogue, ou en tout cas ouvrir le dialogue et faire tomber toutes ces barrières qui s'appellent, bah, enfin, c'est évident. Non, il n'y Oui. a rien d'évident. Mais je trouve que ce sont des très jolies leçons pour tout le monde. Parce que oui, il y a des situations qui sont un peu évidentes parce que la société les a codées et certaines expressions sont perçues, on va dire, euh, avec une interprétation commune entre celui qui dit et celui qui comprend le message. Mais, je trouve que de manière générale et sans neuroatypie, très souvent, nous imaginons que l'autre nous comprend. Nous restons vagues, nous restons très générales et on s'imagine que si nous ressentons ça, tout le monde le ressent et tout le monde le comprend. Ce qui mène à des très gros malentendus au sein des couples, des familles, des lieux de travail, juste parce qu'on s'imagine que l'autre nous comprend. Donc, ce monde de neuroatypie nous amène vers sois plus précis, exprime ton besoin, fais-le clairement, et c'est mieux en disant. Ah, mais t'as tellement raison, c'est un bonheur de t'entendre. Parce qu'effectivement, c'est pas que lié, alors c'est encore plus fort dans le monde de la Bien neuroatypie, alors sûr. dans l'enfance parce qu'on sait pas exprimer son besoin, mais, euh, mais je me souviens même en tant que salarié, 1 heure de réunion à tenir assis sur une chaise en essayant d'être concentré, pour moi c'était l'enfer total. Donc je me levais, j'allais chercher des cafés, j'allais proposer des bouteilles d'eau, je tournais un peu sur ma chaise, ne jamais me donner une chaise à roulettes, parce que c'était ce qu'il me fallait pour rester concentré. Et ce qui était perçu, bien souvent, c'était, mais enfin, ok, donc en fait, Ça ne ça t'intéresse t'ennuie. pas. Ah, mais tellement, c'était ça. Ce qu'on dit ne t'intéresse absolument pas, ou alors enfin, et ça sortissait de, et en plus tu te permets de déranger tout le monde et de bien montrer que ça t'intéresse pas. Je me disais, mais en fait, le fait de bouger mon corps, il y a un petit fond d'hyperactivité, le fait de bouger mon corps me permet, moi, de rester concentrée et de vous écouter. Donc, et tu vois, c'est exactement tout ce que tu dis. Ce sont tous ces implicites et ces cadres et ces normes, qui sont pas exprimés clairement. Ouais. Et donc, ça peut conduire à avoir des tensions, mais terribles. Je me souviens de bilan annuel et c'était ma hantise la plus profonde de rencontrer mon manager en bilan annuel, parce que tout ce qu'elle me disait, c'était, c'était que de l'implicite, comme si j'avais signé une charte remplie de choses non dites, vers laquelle je m'engageais, et que elle me reprochait tout un tas de choses qui en fait, moi, étaient mes besoins essentiels pour bien travailler. Alors là, on arrive à ton histoire. Dis-nous, euh, on a bien compris que tu vis dans le monde de neuroatypie. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu es neuroatypique? Il y a eu plusieurs étapes. Je dirais que, tu vois, si je résume un peu, il y a trois grandes choses peuvent se résumer par valoriser, co-créer et déranger. Valoriser parce que j'ai toujours aimé valoriser les gens. J'ai commencé par la photographie, par justement toute cette observation. Je me rendais pas compte que j'avais vraiment besoin, j'avais besoin d'être aimée.
J'avais un vrai besoin de reconnaissance et en me disant à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai l'impression de pas viser dans le mille. Donc j'ai observé comment font les autres, voir faire un peu pareil. Et donc en valorisant les autres et notamment en photo, ça me permettait de créer un lien. Ensuite, j'ai eu des enfants. Je suis mariée, j'ai arrêté la photographie. J'ai arrêté, non, je l'ai continué, mais en passion, plus en professionnel. Et puis j'ai eu des enfants, et quand mes enfants ont grandi, ben, moi je voulais les tripler, tu vois, avec une petite robe à smoke, les enfants parfaits, tout mignons. Bon, ben, en fait, assez rapidement, ils ne parlaient pas ou pas beaucoup, ils disaient pas bonjour à la dame, et par contre, ils se retournaient vers moi en me disant, pourquoi elle est triste, la dame? Je dis, oh, c'est pas tout à fait de votre âge de dire des choses pareilles, et pourquoi tu le ressens, en fait? Donc voilà, j'ai découvert la neuroatypie au travers de mes enfants. Que c'était ce que ça impliquait. Alors après ça a été rapide. Hein. Ils arrivent en CP et en CP ils apprennent à lire et là tu vois qu'ils n'arrivent pas à apprendre à lire. Donc voilà, j'ai découvert, on a creusé au fur et à mesure. Et puis j'ai écouté tout ce que me disait tout le monde. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais ça. D'accord, moi bon petit soldat, bon élève. CF, la bonne élève qui avait envie de faire comme tout le monde pour être aimée. Bah, j'ai continué à faire pareil en tant que maman. Jusqu'au jour où j'en ai eu ras-le-bol. Et je pense que là, oui, ça a un peu dérangé. En fait, je me suis retrouvée à l'hôpital avec les enfants. C'était les bilans des troubles avec les troubles neurodéveloppementaux des enfants, l'un puis l'autre. Et où, du coup, on me disait, mais de toute façon, bon, ça, il a, fils, un haut potentiel, HPI, en me donnant les notes et tout. Bon, bah ça, vous connaissez, madame, c'est vous. C'est-à-dire que c'est moi. Tu vois, tu te prends ça comme ça et tu sais pas pourquoi. Enfin, t'es là, ben, Pour lui, il j'aurais pu était quand même. évident que Mais oui, tu as mis et les ça te dit, mots sur ton fonctionnement. c'est ça, exactement. Et puis ensuite, pour mon fils, il enchaîne avec le trouble de l'attention. Il dit, mais ça, bon, vous saurez gérer parce que vous vivez avec depuis des années. Je dis, bon, alors là, on va se détendre, vous allez arrêter parce que c'est quand même un peu énorme ce que vous me dites. Et vous mettez des acronymes sur des choses qui moi, enfin, j'avais pas l'impression. Et soudain, tu sais, tout s'est éclairé. C'est comme si tu as passé des années à essayer de comprendre. Tu vois, si j'en reviens à la clé de soi, j'ai eu les clés. On m'a donné des clés au travers de deux acronymes. Et j'ai creusé. Et en fait, quand tu me demandais quand j'ai appelé ma maman pour lui dire, non, mais tu te rends compte, enfin, c'est incroyable, etc. Ma maman m'a dit, mais enfin, tu te souviens pas, on a fait des tests quand tu avais 10 ans. Ah oui. Et en fait, notamment le test de HPI, alors qu'on disait surdoué à l'époque. Et en me disant, bah, évidemment, enfin, t'avais eu les résultats. Et je dis, mais comment ça, j'avais eu les résultats? Elle me dit, bah, en fait, à l'époque, on n'y a pas trop cru parce qu'on disait surdoué et quand on voyait tes résultats scolaires, on se disait que non, c'était pas possible. Les tests avaient Ouais. dû se tromper. On faisait des amalgames. Exactement. Donc, tu vois, voilà, ça a été assez rigolo de découvrir tout ça. Enfin, assez rigolo. Ça a été un énorme tsunami émotionnel. C'est très compliqué parce que du coup, tu te retrouves devant le miroir et tu te dis, tu te regardes droit dans les yeux, tu sais, et tu te dis, OK, bonjour Valériane. Alors, je sais pas qui tu es, et on va apprendre À à ce se connaître. point-là. Mm. Qu'est-ce que tu Peut-être, reconnaissais pas dans cette personne, dans le reflet? ben, tu vois, quand on te dit régulièrement, mais enfin, sois toi-même, sois authentique, tu Ouais. sais pas ce que c'est. Ouais. Même quand on n'est pas neuroatypique, c'est très compliqué. Ouais, exactement. Tu comprends pas pourquoi tu fonctionnes comme les autres. Tu comprends pas pourquoi, quand toi, tu as l'impression de faire comme eux, en fait, bah, tu es toujours un peu à côté de la plaque. C'est jamais assez bien, c'est jamais Mm. comme il faut, c'est jamais. euh, et puis par moments, tu as des accès d'agacement, d'énervement. Et parce que tu as envie de hurler. Enfin, moi, je me souviens avoir eu plusieurs fois envie de hurler. Mais enfin, aimez-moi comme je suis, quoi. Acceptez-moi comme je suis. Et puis arrêtez de me demander d'être moi-même. Et Ouais. on me dit, oui, mais t'es pas authentique. Et je fais, ah bah super. Et ça veut dire quoi être authentique? Tu vois? C'est tout ça qui est extrêmement compliqué, je trouve. Et de savoir poser les choses. Et tu grandis. En tout cas, c'était mon cas et je le vois. J'ai beaucoup de personnes que j'accompagne, et notamment des adolescents. Tu grandis avec une colère sourde. Enfin, Ouais. comme si, tu vois, par moment,
toi-même, tu t'imposes beaucoup. Et puis, et tu fais comme le millefeuille, tu sais. Tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses. Et puis un jour, on te dit, oh, fais attention, ton lacet est défait. Et là, c'est un espèce d'énorme volcan qui part dans tous les sens et on te regarde en disant, mais je t'ai juste dit que ton lacet était défait et je t'ai proposé de le refaire, c'est tout, hein. Ah oui, mais tu te rends pas compte tout ce que tu me demandes, tu vois, tout ce que tu disais de ces espèces de normes et de règles non Ouais. explicites auxquelles toi tu essayes de répondre, tu fais ton max, tu fais des efforts incroyables en ayant le sentiment que ce sera jamais assez bien. Et un jour tu découvres qu'en fait, sois toi-même, et ben t'as des clés. Tu vois, pour reprendre la clé de soi que je trouve très jolie, c'est qu'un jour on te donne des clés. Alors après, à toi de choisir si tu ouvres la porte ou pas et si tu avances, hein. Parce Ouais. que Mais possiblement, tu peux te mettre en dos. tu parlais des adolescents et je trouve intéressant de s'arrêter 2 minutes là-dessus parce que si on regarde notre vie à nous, mais la vie de tous les petits Européens, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment ça se passe en dehors de l'Europe. J'imagine que dans de nombreux pays, ça se passe pareil. C'est que dès que l'enfant rentre à l'école maternelle, ça veut dire 3 ans, et qu'il passe son bac, ça veut dire 18 ans, donc on a une bonne quinzaine d'années au minimum, on lui dit comment se comporter, quoi dire, comment faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et surtout que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien. Parce que dans notre système scolaire et notre système éducatif, on ne valorise pas ce que les personnes font. Ça, c'est très bien, ça passe sous silence. C'est comme des trains, tu vois. Quand ils arrivent à l'heure, tout va bien, on n'en parle pas. Par contre, dès qu'il fait un truc de travers qui ne plaît pas, soit aux adultes qui l'encadrent, soit à la famille, soit il correspond pas à la norme sociale, on pointe de doigt et là on lui dit c'est pas comme ça, c'est pas à ce moment-là, c'est pas de cette manière-là. Ce qui veut dire qu'en arrivant à 18 ans, on a un humain parfaitement éduqué, comme dirait Miguel Ruiz, donc les accords Toltec, il est parfaitement domestiqué, mais il sait absolument pas qui il est, parce que tout ce qu'il était jusqu'au-là était modelé à la manière dont on voulait le voir. Tellement vrai, c'est tellement ça. Et en plus, on leur dit aussi, enfin, on nous dit, puisqu'on est passé par là et que l'éducation scolaire l'éducation nationale n'a pas vraiment évolué, on nous dit avec ça, et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Et c'est terrible, parce que pendant des années, on te dit quoi faire, et un jour, on te dit, bon, allez, et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je ne sais pas. Et on se retrouve avec ça. Et il n'y a aucune place dans la vie scolaire pour découvrir son talent, pour découvrir, tu vois, t'arrives dans le monde professionnel et on te parle des soft skills, sauf Ouais. que la vie scolaire ne développe que des hard Art skills skills. et aucune soft skills. Et ensuite, on te dit, bah, on va t'embaucher sur tes soft skills. Bah oui, mais si j'ai pas eu le temps de les développer et de les découvrir, je fais comment, tu vois? C'est ça qui est un peu fou. Et ça, c'est valable pour tous les enfants, pour tout le monde. Et quand on est euh, neurodifférent, et ben assez rapidement, on vous dit, attendez, c'est bien que tu t'orientes. Et alors là, tu te retrouves vers un métier, parce que tu sais, la vie scolaire, le général, c'est compliqué pour toi. Et du coup, c'est même plus à 18 ans, tu te retrouves à 13 ans, 14 ans, 13 ans, parce que maintenant, on propose même des troisièmes prépa pro. Et donc, à 13 ans, à te dire, et je vais faire quoi de ma vie? Ouais. Je vais faire quel métier? Et après, on enchaîne en disant, non, mais t'inquiète pas, tu pourras en changer plein de fois. Tu sais, maintenant, on peut en changer. Tu savais, waouh. Mais je dis souvent que euh, dans nos enfants, quand on les éduque, on aimerait qu'ils soient sages, polis, obéissants, bien élevés, bien éduqués, qu'ils travaillent bien à l'école, etc., etc. Et lorsqu'ils sortent de système scolaire, quand ils rentrent dans la vie professionnelle, on aimerait que les mêmes personnes qui viennent se faire formater pendant 15 années soient
audacieux, courageux, créatif et qui le déchire, quoi. Exactement. Et qu'en plus, ce soit des bons petits soldats qui continuent à répondre aux règles de l'entreprise et surtout à être bien manageables, si on peut le dire comme ça. Mais tout en étant créatif et autonome. C'est ça. Et c'est incroyable. Et que du coup, et alors la position du manager à ce moment-là devient extrêmement compliquée parce que le manager qui, comme tu le dis, a été bien formaté, etc., etc., qui a continué en études supérieures avec pareil un peu de même formatage, lui il doit être à la fois créatif, autonome et en même temps savoir valoriser son équipe, savoir les rendre créatifs et autonomes, les accompagner dans des objectifs communs, enfin, Et remplir les objectifs. et remplir les objectifs, les remplir en collectif, alors que scolairement, on a toujours travaillé en individuel. Enfin, c'est assez impressionnant et on n'est absolument pas préparé pour ça. Et en plus, quand on rentre pas dans les cases, ce qui est le cas des neuroatypiques qui, eux, ont passé, ben, on en parlait en début, sur tous les dyslexiques, par exemple, qui vont lire des audiolivres, qui vont trouver des solutions de contournement. Donc, eux qui vont avoir développé quelque part, malgré eux, toutes ces soft skills de créativité, d'innovation, d'audace aussi, vont se retrouver parce qu'ils ne rentrent pas bien dans les cases, qu'ils disent pas bonjour à la dame, ou pas forcément, qu'ils ont des paroles qui dérangent, qui touchent, qui ne comprennent pas les codes et qu'ils ne les ont pas, on va leur dire non, en fait, on va pas pouvoir te garder. Donc en fait, c'est fou parce que enfin, moi ça me rend toujours, ça finit par me faire sourire, rire, mais en vrai, c'est triste, tu Ouais. vois, d'arriver à des situations où des jeunes adultes formatés vont se retrouver un peu exclus en marge d'un système professionnel. Du coup, ça convient pas. Voire certains vont se retrouver exclus d'un système scolaire parce que ça leur convient pas. Enfin, c'est mon fils qui me disait quand il était plus petit, quand il devait avoir 9 ans, quelque chose comme ça, il me disait, tu vois, c'est quand même dommage parce que partout où je suis super fort, c'est pas évalué à l'école. Alors à l'école, on pense que je suis nulle. Ouais. C'est dur à entendre quand on est parent. Ouais, alors c'est dur à entendre parce qu'effectivement, on a envie que, que justement ces soft skills soient valorisés. Euh, il me disait ça en sortant d'un entraînement de cartes ou de hockey sur glace, je sais plus, mais en tout cas, on a passé des heures et beaucoup d'argent à les entraîner sur découvre ton talent et sois fier de tes réussites. Alors, comme les réussites, elles pouvaient pas être scolaires, bah, du coup, ça a été dans le sport, dans la cuisine, dans plein d'autres choses, tu vois. Alors, c'est dur d'entendre ça et ça met très en colère. Ça met Ouais. très, très en colère parce qu'on se dit, mais en fait, ce gamin qui est très rassembleur, quels que soient les soft skills, justement, les qualités incroyables de chaque enfant, les talents qu'il développe, cet enfant qui a tout ça, si on n'arrive pas à le valoriser en permanence, ne, lui va être sans arrêt sanctionné parce qu'il n'a pas des compétences scolaires qui vont bien. Ouais. Or, dans une équipe d'entreprise, comme tu disais, où on recherche de l'innovation, de l'audace, etc., c'est tout ça qu'il faudrait valoriser Ouais. aussi. Mais même sur les enfants, ça marche bien à l'école, à force de valoriser tout le temps ça, des notes, des bons résultats. En fait, on les déconnecte de soft skills, qu'ils ont aussi ceux qui travaillent bien à l'école. Et c'est ce qui va être recherché après en entreprise parce que lorsqu'on aura tous qui vont sortir diplômés en cochant des cases et qu'on reçoit 200, 300, 500 CV pour un poste de profil extrêmement similaire, comment tu fais la différence? Tu vois, Ouais. qui tu vas aller chercher? Tu as passé combien de temps dans le monde d'entreprise?
On va avoir un peu plus de 20 ans. C'était toujours aussi difficile que la fameuse réunion que tu nous as racontée? Oui. Oui. En Oui. fait, voilà, avec un vrai oui, quel que soit. Alors, j'ai énormément changé d'entreprise. J'étais en agence de publicité, j'étais en agence de presse, j'étais, tu vois, dans des secteurs comme ça qui, En tant là, pour que le coup, photographe? non, en assistante de direction au démarrage. Mais c'était chouette parce que l'environnement était très créatif, parce que, etc. Donc, un peu différent, mais quand même, du coup, avec des normes qui sont autres aussi. Ensuite, dans des un peu PME, dans des grands groupes internationaux et sur les derniers, dans des grands groupes internationaux, ou qui travaillent exclusivement sur la France, mais avec quand même tout le poids, on va dire, du gros groupe. En gros, un matricule, un badge, montre-moi ton badge pour que je sache qui tu es, tu vois, alors que tu as dit 12 fois ton nom. Prouve-moi que tu travailles bien ici, les portes à passer en bande, etc., etc. Enfin, c'était un monde très normé, cadré, réservé, salle de réunion. Et moi, je trouve que c'était très lent, très lourd, et, très pesant, très, enfin voilà, où il y a une perte de sens incroyable. Il y avait, et après, des choses très chouettes que j'ai pu tester, parce que finalement, lorsque j'ai finalement quasiment toujours eu des postes plus ou moins sur mesure. Et c'est cool quand tu vois qu'à la fin, tout ce que tu as fait quand tu pars est dispatché sur deux, trois, quatre personnes et qui ont remodelé le poste. Tu te dis, ben, c'est chouette, c'est que j'ai avancé quand même et que j'ai réussi. Et j'ai eu des très, très jolies réussites, mais j'ai surtout eu des très, très jolies réussites quand, euh, quand moi-même, j'ai réussi à dire, voilà mon besoin, voilà ce que je sais faire, voilà les talents sur lesquels vous pouvez vous appuyer, parce que je sais les faire. Hmm. Mais laissez-moi cet espace de liberté qui m'est absolument indispensable pour continuer à créer. Arrêtez d'être sur mon dos, de me poser des points tous les 2 jours, des points d'avancement. Parce qu'à un moment, je vais me mettre en deep work et puis en l'espace de 2 jours, j'aurais fait ce que d'autres vont faire sur 3 semaines parce qu'ils ont besoin que ce soit plus étalé dans le temps. Ça cogite dans ma tête et puis un jour ça sort. Mais si tu me fais des points toutes les semaines, évidemment, tu vas finir par te dire, mais t'as pas avancé, t'as rien fait, c'est nul, t'en es où? Et je vais le confier à quelqu'un d'autre. Non, c'est Hmm. juste des façons différentes de travailler. Mais c'est vrai que c'est très dur. C'est difficile pour soi et puis c'est difficile aussi, j'imagine, pour les managers et pour l'entourage. Donc ça nécessite euh, beaucoup d'échanges, de dialogue, de compréhension de ce qu'on n'a pas appris à faire. Et aujourd'hui, tu es à ton compte, donc tu es chef de ta propre entreprise de coaching. Comment s'est passé le démarrage? Parce que déjà, quand on n'est pas neuroatypique, c'est pas toujours évident. Parce que c'est là pour le coup, c'est le poids de ce qu'on appelle la liberté, mais ce qui est en fait le poids de l'organisation, de création, de mener des projets de A à Z. On n'est pas tous très forts dans chaque phase de projet. Il y en a ceux qui sont très, très forts dans les lancements, mais beaucoup moins dans les tâches répétitives et puis les tâches qui doivent garantir une certaine récurrence, etc., etc. Comment ça se passe pour les neuroatypiques? C'est très compliqué, il faut être très entouré. En fait, en fonction de ta neurotypie, moi, au démarrage, j'avais C'est comme juste tout dit, le bah, en monde, en fait, fait. ouais, carrément. Exactement. Mais ça, tu le découvres au fur et à mesure. Tu Oui. découvres qu'un jour, tu te dis, mais en fait, euh, moi, ce que je peux apporter, justement, c'est toute cette parole libre autour de la neuroatypie. C'est tout un vécu et puis des années d'expérience parce que ça fait 15 ans vraiment que je bosse dessus, mais c'est vraiment du vécu. Et en fait, tu te dis, voilà, je vais aider. Et Mm. puis, on te dit, ben, d'accord, et tu vas être chef d'entreprise. Ah, ben non, ben, je vais être coach. Non, tu vas être aussi chef d'entreprise. Alors, tu apprends un nouveau métier, en fait. Tu apprends à être à la fois le directeur financier, le CEO, le directeur, enfin, le Le DAF, marketing, le les directeur com. marketing,
T'apprends tout à coup qu'il va falloir faire tous ces métiers-là parce que au démarrage, à moins d'être richissime, tu vas pas pouvoir être délégué et donc avoir des Oui. prestataires de partout. Tu te rends compte aussi que tu es très seul, sans être vraiment seul en réalité, mais qu'au Mm. démarrage, tu es très seul, là où tu avais l'habitude de papoter à la machine à café et que ça te donnait des idées, que tu as des échanges, que tu as, etc. Bah là, à part avec toi-même, ou si ta machine à café te met à parler soudain, mais tu peux pas, voilà, tu es un peu tout seul. Donc tu apprends aussi à aller demander de l'aide, à aller chercher les autres, à voir comment ils fonctionnent, tu découvres tout ce monde de l'entrepreneuriat. Et dans ce monde de l'entrepreneuriat, tu découvres que énormément sont atypiques. Parce qu'en fait, Oui. le Il monde, fuit le monde voilà, structuré. exactement. Et c'est bien souvent plus une fuite qu'une envie. Ça devient, après, il y a un besoin de liberté chez les personnes neuroatypiques qui est très fort et qui se retrouve du coup beaucoup chez les entrepreneurs, évidemment. Tu peux assez rapidement t'épuiser. Et ce qui est compliqué, c'est de réussir, alors pour les personnes qui, comme moi, ont un trouble de l'attention, de réussir à se structurer. Mm. Parce que finalement, bah, comme tu l'as dit, à l'école, on t'a toujours dit, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu arrives en entreprise, tu as une fiche de poste et puis tu as un plan d'action sur l'année avec des ROI. Dessus, Return on Invest, enfin, le retour sur investissement. Et avec des objectifs précis, chiffrés, normés, smart, machin. Enfin, tu apprends un petit peu tout ça. Et avec des équipes, un manager qui te donne un rythme. Et là, tu te retrouves tout seul. Oui. Donc finalement, si tu as envie de glander toute la journée devant une série Netflix à tourner en boucle dans ta tête en te disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je fais pour trouver des clients, comment je fais pour attirer les gens. Ah, on m'a dit que. Et dans le on m'a dit que, tu vas faire un début de post LinkedIn, de photos, puis tu dis, ah non, finalement, un stage, j'aime bien aussi. Et puis tu te dis, attends, où est-ce que je vais trouver des coachs? Ah tiens, si je regardais ça. Ah non, mais attends, faut que je me forme. Ah, tu dépenses des fortunes, des formations. Ça part exactement comme ça, c'est-à-dire Dans tous les dans tous sens. les sens. Et il n'y a plus personne, t'as plus de manager, t'as plus l'école, et t'as pas appris. Oui. Donc, il n'y a plus personne, à part éventuellement des formations chères ou un coach, un business coach personnel, si tu en as les moyens, si tu peux le faire, qui va réussir à te donner un cadre, te donner un rythme, pour développer ton activité. Et, et ouais, c'est compliqué parce que finalement, alors je sais pas, c'est lié à la France, j'ai l'impression qu'il y a des pays européens qui sont beaucoup plus doués que nous, qui amènent vers l'entrepreneuriat, qui amènent vers cette liberté. Tu vois, après avoir entendu Sois toi-même, aujourd'hui, c'est un peu, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux pour ton activité? Et ça, on l'a jamais appris, on n'a jamais été guidé vers et on n'a même jamais été autorisé à. Oui. Donc tu te retrouves devant cet immense néant à te débattre, au début à tourner en rond, et puis après tu finis par connecter avec des gens, par savoir sur qui t'appuyer, par apprendre à demander de l'aide. Mm. Ça demande beaucoup d'humilité aussi. C'est encore un autre sujet, Valériane, sur l'entreprise. On pourrait très bien imaginer un autre épisode de podcast pour en parler. Sur la neuroatypie, on va s'arrêter là. Valériane, merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont reconnues euh, dans ton histoire ou qui voient que leurs enfants sont dans une sorte de neuroatypie. On peut te trouver sur LinkedIn, Valériane Moulin. Le lien est dans la description, mais c'est très simple de te trouver. Tu as ce très, très joli podcast. Allez écouter Hors cadre de Valériane Moulin sur les plateformes de podcast classiques. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cette rencontre-là? Euh, ça va être tout simple. Merci. Parce que j'ai énormément depuis que je me suis lancée en entrepreneuriat, depuis que j'accompagne les personnes neuroatypiques, j'ai l'impression chaque fois de faire comme avec toi aujourd'hui, des rencontres incroyables de gens merveilleux. Et quand on ouvrant finalement grand
son cœur et son esprit. Je sais pas, l'univers envoie plein de signes, de mains, de sourires. Et je suis ébahie de toutes ces belles rencontres, de tout ce qui avance, de tout cet enthousiasme et ces sourires. Parce que oui, en fait, le monde est beau et il est peuplé d'humains incroyables. Alors, voilà, merci. Merci à toi. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.